Bonjour, dans cette vidéo, on parle de la synthèse d'un modèle VHDL. Voici ce qu'on va voir dans la présentation. Tout d'abord, on va parler du processus de synthèse. On va parler un peu de la norme 1076,6 et la documentation pour un synthétiseur. On va parler de type d'opérateur et de boucle, d'éléments en mémoire. On va voir quelques exemples et je finirai avec mes recommandations. Donc, la synthèse de code est effectuée par un synthétiseur. On voit ici où elle est placée dans le flot de conception de systèmes numériques. Le processus de synthèse est relativement complexe, sauf pour les circuits les plus simples. Le synthétiseur utilise les descriptions VHDL de différents modules et produit ce qu'on appelle une liste des interconnexions, qui représente les composantes de base et les liens qui les relient. Après le processus de synthèse, on peut obtenir un estimé de la performance du circuit, on peut même simuler le produit de la synthèse. La norme 1076.6 de 2004 indique aux concepteurs de synthétiseurs et à leurs utilisateurs les différents formats de code VHDL, les différents formats de code VHDL qui devraient être supportés et acceptables pour bien représenter des circuits réels qui doivent être implémentés. Sur la diapositive, j'ai montré un exemple de paragraphe, paragraphe 6.1.3.1, qui parle de la description, entre autres, de bascules. Donc, des processus avec une liste de sensitivité et une horloge. Donc, on a sur la diapositive différentes conditions qui doivent être respectées. Par exemple, le signal ou la variable doit avoir une assignation synchronisée. Il doit être possible d'énumérer statiquement tous les chemins d'exécution vers le signal ou vers les assignations de signal et de variables, etc., etc. Le document donne aussi des différents exemples de code qui doivent être supportés par les synthétiseurs. Le document est disponible en ligne. On peut aussi consulter la documentation du synthétiseur qu'on utilise. Dans le cours cette année, nous utilisons le synthétiseur XST de la compagnie Xilinx. Sur la diapositive, à droite, j'ai montré un extrait du document qui décrit comment un accumulateur est censé fonctionner et aussi, ici, sur la prochaine diapositive, comment le coder en VHDL. Donc, le document fournit beaucoup d'exemples sur la façon de coder différents modules matériels. En principe, le simulateur d'XST devrait respecter la norme 1076.6. Ce n'est pas nécessairement vrai. Il peut y avoir de petites exceptions. Donc, en cas de doute, on devrait se fier plutôt à la documentation de notre synthétiseur plutôt qu'à la norme, sauf bien sûr si le synthétiseur s'annonce comme respectant la norme dans son intégralité. Les types utilisés pour la synthèse, on en a déjà parlé. On devrait utiliser STD logique ou STD logique vecteur pour des valeurs logiques. Pour les valeurs numériques, on devrait utiliser ce qui est tiré du package numeric standard, c'est-à-dire unsigned et signed. On pourrait aussi utiliser des nombres à virgule fixe, tels qu'on a vu dans une diapo précédente. Pour représenter des signaux internes, on a avantage à utiliser des types plus abstraits, comme par exemple integer, character ou string. Et pour les constantes et les paramètres d'un module, on peut utiliser les autres types de VHDL comme real, integer ou string encore une fois. Voici un exemple de code VHDL qui utilise les types character et string. Et ce code est tout à fait synthétisable. En fait, j'ai montré le rapport de synthèse sur la diapositive aussi. Donc, tout d'abord, ici, on a une constante de type string, qui est un message. Ensuite, à mesure que le circuit reçoit des fronts d'horloge, eh bien, il y a un compteur, ici qui est l'index, une variable de type integer, mais dont on a borné les valeurs possibles, de 1 jusqu'à le nombre d'éléments dans le message. Donc, le compteur augmente, et puis le caractère de sortie, qui est de type unsigned, ici, sur 8 bits, c'est la valeur du caractère ici. Donc, B, ici, on va le convertir en code ASCII. Donc, message index, par exemple, quand index vaut 1, eh bien, on va chercher le caractère B. On va le convertir en son code ASCII par l'artifice ici, character, qui est le nom du type, apostrophe POS, qui est un attribut de character, qui va nous donner la position du caractère B dans la définition du type character. Et cette position-là correspond à son code ASCII. Ce code ASCII, ensuite, va être converti en unsigned sur 8 bits, et ainsi, on va pouvoir le faire sortir. Et le reste ne sert qu'à incrémenter le compteur et le faire déborder vers
la position initiale dans la chaîne de caractères. Les fils dans un circuit sont modélisés soit par un signal, soit par une variable. On a avantage en général à prendre un signal. Je trouve que c'est plus clair. Par exemple, dans le code qui est montré, on voit que si on utilise un signal, par exemple, on a le signal S1, le signal S2 et finalement le port de sortie F1, mais ça correspond bien au diagramme. On peut très bien utiliser une variable aussi. Cependant, comme une variable prend immédiatement la valeur qui lui est assignée, bien, est-ce que V est ici, est-ce que V est là ou est-ce que V est là? Bien, c'est toutes ces réponses. En fait, le simulateur et un synthétiseur devraient interpréter directement qu'est-ce qui se passe avec la variable V au fur et à mesure que ça fonctionne, qu'on évalue les différents énoncés dans le processus. Donc, les deux formes sont tout à fait valables. On peut utiliser des signaux si on veut garder un peu plus de contrôle. Les opérateurs synthétisables bien, sont les opérateurs logiques, les opérateurs relationnels, la concaténation, l'arithmétique, l'addition, soustraction, multiplication, valeur absolue, la division, le reste et le modulo si l'opérande de droite est une constante égale à une puissance de 2, et les différents opérateurs de décalage. Les boucles et les conditions sont synthétisables. Pour les boucles, il est important d'avoir des valeurs statiques pour les bornes de la boucle au moment de la synthèse. Pour les conditions, eh bien, il faut simplement prendre garde de bien couvrir tous les cas, autant pour les énoncés case que les énoncés if, de façon à éviter l'instanciation d'un élément à mémoire. L'énoncé if a l'avantage qu'on peut accorder des priorités d'une condition par rapport à l'autre. Cependant, ben, il y a le désavantage de l'avantage, c'est-à-dire que peut-être que le circuit qui sera synthétisé sera plus complexe qu'on le désirait. Donc, s'il n'y a pas de priorité dans nos différentes options, on devrait choisir un énoncé case. Voici un exemple de code VHDL synthétisable qui utilise des boucles et des conditions avec priorité. Alors, le circuit représente un convertisseur de nombres binaires vers un code BCD. Donc, tout d'abord, ici, il y a une vérification pour une erreur si le nombre est plus grand que 999. Ensuite, une première boucle ici qui modélise le premier encodeur à priorité, ici, avec une condition. Ensuite, une deuxième boucle ici pour le deuxième encodeur à priorité, avec une condition à l'intérieur aussi. Et ensuite, des signaux intermédiaires, en fait, une variable intermédiaire N et D, et la même chose ici à la fin pour U, et finalement, les assignations finales au port de sortie de l'entité. Les éléments mémoire sont inférés de deux façons, soit avec une condition sur une transition d'horloge pour une bascule, ou bien en utilisant un énoncé if pour lequel certains cas ne sont pas couverts. Et c'est un exemple qui est montré ici sur la diapositive. Le cas 1.1 n'est pas couvert, donc il y aurait instantiation d'un loquet dans ce cas-ci. Voici deux exemples de codes ambigus ou non synthétisables. Bien, tout d'abord, on a des boucles à borne indéfinie pour le code qui est à gauche. Et pour le code qui est à droite, bien, on ne respecte pas les patrons pour la description de registre. Voici deux autres exemples. Pour le code qui est à gauche, bien, on a deux sources pour le signal F. Ça, c'est certain que le synthétiseur ne l'acceptera pas, bien que ça pourrait se simuler correctement. Et aussi, on utilise un signal d'horloge dans une expression. C'est synthétisable, mais ce n'est pas recommandé. Pour le code qui est à droite, on a un non-respect des patrons pour la description de registre. On peut avoir des résultats différents pour la synthèse et la simulation d'un modèle donné VHDL. Ça, c'est vraiment embêtant quand on fait la conception d'un système. Parce qu'on fait notre simulation, ça donne un résultat, on fait la synthèse et paf, ça nous donne quelque chose de différent une fois le circuit implémenté sur la puce. Donc, il faut tout mettre en œuvre pour éviter des résultats différents de la synthèse et de la simulation. La diapositive ici donne quelques pistes. Donc, tout d'abord, il faut faire attention à la liste de sensitivité. L'absence d'un signal dans la liste de sensitivité est importante pour le simulateur. Mais le synthétiseur, lui, va en général faire fi de l'absence d'un signal dans la liste de sensitivité et va faire comme s'il était là.
Donc ça, c'est embêtant. Donc la meilleure option, c'est de s'assurer que nos processus ont des listes de sensibilité qui sont complètes. Quoi faire? Bien, surveiller les avertissements du synthétiseur. Parfois, le synthétiseur va faire son travail, mais vous dire attention, un certain signal n'a pas été initialisé ou telle chose. Et là, il faut vraiment inspecter notre code et se demander s'il n'y a pas un problème avec ce qu'on a écrit. Pour les processus qui décrivent des bascules, on devrait toujours placer seulement clock et reset dans la liste de sensibilité. Et pour les processus décrivant de la logique combinatoire, bien, on devrait placer tous les signaux faisant partie d'expression dans la liste de sensibilité. Pardon, j'ai un exemple ici. Donc, pour le signal U2, ce qui se produit, c'est que lors d'une transition d'horloge, ici, la valeur de U1 va être placée dans le signal U2T. Le problème, c'est que U2T ne va prendre sa valeur qu'à la fin de l'exécution du processus. Donc, l'assignation qui est faite ici, ce n'est pas la valeur de U1, effectivement. En fait, la valeur de U2T va être placée dans U2 lors de la prochaine exécution du processus. Et la prochaine exécution du processus, c'est lorsqu'il y aura un front descendant d'horloge. Donc, lors d'un front montant d'horloge ici, le processus est exécuté, on place U1 dans U2T, et c'est tout ce qui se passe. En fait, U2T va aller dans U2, mais ce sera la valeur précédente. Donc, la valeur de U1 qu'on vient de placer dans U2T va venir se placer dans U2, mais seulement lors de la prochaine transition négative d'horloge. C'est ce qui est montré sur la diapositive ici. Donc, la valeur de U1 ici est placée dans U2T sur une transition positive d'horloge. Et la valeur, lors de la prochaine transition négative d'horloge, cette valeur-là sera propagée à U2. Si on faisait la synthèse de ce code-là, on n'aurait absolument pas ce comportement-là. Le synthétiseur dirait « Ah, bien sûr, ici, j'ai placé U2T, U1 dans U2T, et c'est ce que je dois placer dans U2. » Alors, voilà. Comment faire pour résoudre cette erreur-là? Bien, comme ici, on a U2T qui vient s'écrire dans U2, dans la liste de sensibilité, on devrait placer U2T. Cependant, si vous avez vu sur la diapositive précédente, je vous ai recommandé de ne pas placer rien d'autre dans la liste de sensibilité que clock et reset pour un processus qui a des éléments en mémoire. Donc, la vraie bonne façon d'écrire le code, c'est d'utiliser une variable. Et c'est ce qui est montré ici sur le deuxième processus. Donc, U2T ne devrait pas être un signal. On va prendre U3T à la place. Si on y tient, donc U1, on va le mettre dans U3T. Et puis, la valeur de U3T sera placée dans U3. Ça fonctionne parce que la variable U3T a pris immédiatement sa valeur. Donc ça va fonctionner correctement en simulation et en synthèse. Donc un mot de la fin, le synthétiseur respecte un contrat, par exemple la norme 1076.6. Les concepteurs de synthétiseurs, il faut savoir que ce sont des gens qui sont prudents. Ils ne vont pas inférer des modules qui sont décrits avec ambiguïté. Donc le code VHDL doit être non ambigu. Il doit correspondre à une structure disponible sur la technologie ciblée. Par exemple, est-ce que votre technologie a des registres asynchrones, synchrones? Est-ce que vous avez des registres qui sont actifs sur un ou sur deux fronts d'horloge? Quels sont les types d'additionneurs qui sont disponibles, etc. Si vous n'avez pas de diviseur sur votre FPGA, probablement que le synthétiseur ne va pas en instancier. Pour écrire du bon code synthétiseur, il faut donc bien connaître le contrat respecté par le synthétiseur utilisé, consulter la documentation, connaissez bien la technologie que vous ciblez. Donc, votre défi comme concepteur de circuits numériques, c'est d'écrire vos intentions de façon non ambiguë pour le synthétiseur. Une approche possible, c'est de décomposer votre circuit en fonction de blocs de base qui, vous savez, sont disponibles sur le FPGA que vous utilisez. Donc voilà, ça conclut cette vidéo sur le processus de synthèse de modèles VHDL.